Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Tout de suite, place à notre expert. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Constance pour un nouvel épisode qui me tient particulièrement à cœur parce que ça fait écho à mes valeurs et du coup je vais laisser Constance directement se présenter. Constance, merci à toi et je te laisse nous dire ce que tu as envie sur toi tout simplement. Bonjour à tous, je suis contente d'être là avec Charlène. Alors moi c'est Constance Aramini, j'ai 29 ans, j'habite dans le nord de la France et donc qui je suis un petit bout de femme qui a envie de faire bouger le monde autour de soi, autour de moi d'ailleurs. Et pour ça j'ai décidé de faire de mon métier, de travailler dans la transition écologique. Donc, je suis formatrice sur ces sujets, plutôt spécialisée dans la biodiversité. Et donc, j'accompagne dans les entreprises et dans les ministères pour sensibiliser à ces sujets et pour mettre les gens en action, pour qu'on puisse avoir un monde plus chouette pour nous dans notre futur, mais aussi pour les petits marmots surtout qui arrivent pour les générations d'après. Voilà un petit peu qui je suis. Sinon, j'adore passer du temps dans la nature, c'est vraiment quelque chose qui me ressource. Et aussi, de plus en plus, récemment, j'essaye de reconnecter mon corps à ma tête. Et donc pour ça, je fais beaucoup de yoga, de méditation. Et aussi, j'ai commencé une formation de massage pour vraiment me réapproprier mon corps. Et donc, voilà un petit peu qui je suis aujourd'hui. Merci pour cette belle présentation. J'aime bien la fin qui fait écho à cette notion d'écologie intérieure et on aura l'occasion justement d'y revenir. On trouvait particulièrement intéressant et pertinent de faire cet épisode, notamment sur une période de rentrée, parce que c'est souvent une période de changement, c'est une période où on met en place des nouvelles habitudes, un peu comme le début d'année finalement, sauf que là, pour ceux qui ont des enfants qui rentrent à l'école ou qui rentrent au collège ou au lycée, il y a toute une nouvelle dynamique en fait qui se met en place et on s'est dit que pourquoi pas peut-être y ajouter certaines nouvelles habitudes ou des nouveaux réflexes ou en tout cas changer de réflexe, peut-être changer une certaine philosophie, l'occasion de mettre en place des changements en fait tout simplement et c'est aussi une information qui passe très souvent à la trappe l'été parce que les vacances, le soleil, la farniente et tout ce qui s'ensuit, mais on a le jour du dépassement qui a lieu en été et qui montre quand même à quel point on a une difficulté et une problématique aussi là-dessus. Peut-être avant d'aborder justement et de reposer entre nous qu'est-ce que c'est les notions d'écologie, de biodiversité, est-ce que tu veux nous faire peut-être un petit point ou une petite mention sur le jour du dépassement ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est le jour du dépassement ? Le jour du dépassement, c'est la date à laquelle la demande humaine en consommation de ressources, donc tout ce qu'on va consommer par ressources, on entend eau, énergie fossile, bois, sol, tout ce qu'on peut prendre en fait sur notre environnement, sur ce qu'il y a autour de nous, ce qu'on va appeler l'empreinte écologique. Donc, quand la demande humaine en consommation de ressources dépasse la capacité de la Terre à produire ses ressources naturelles, et ça on appelle ça la biocapacité, et tout ça en une année. Donc ce jour de dépassement, c'est ça, c'est quand on dépasse cette date. Et donc en 2023 pour l'humanité, c'était le 2 août. Alors que par exemple en 1970, c'était encore le 29 décembre. Donc on dépassait cette consommation de ressources que à la fin de l'année. Et là on est vraiment sur l'été. Donc ça veut dire qu'en fait le reste de l'année après l'été, on vit à crédit des générations futures. Et donc ça pose grandement question.
Ouais, ça pose question et je trouve que c'est clairement à l'image de, malheureusement, de notre société, de nos générations. En fait, cette notion de vivre à crédit, et je pense qu'on aura l'occasion peut-être de creuser un petit peu cette notion-là, mais on vit à crédit sur beaucoup, beaucoup de points et beaucoup de domaines. Merci pour ce petit point théorique. Est-ce que tu veux continuer ce point théorique un peu sur ces notions d'écologie et de biodiversité? Voilà, l'idée, c'est pas forcément d'en avoir la définition du petit Larousse, mais en tout cas quelque chose qui est clair dans l'esprit des auditeurs et auditrices. Alors l'écologie, c'est une science en fait, c'est une science qui va venir étudier l'environnement qu'il y a autour de nous. Et donc en fait à l'intérieur de ça, c'est vraiment un gros mot et à l'intérieur de ça, on peut mettre tout ce qui est étude du climat, donc la climatologie, tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est l'étude de la consommation des ressources. Tout ça c'est l'écologie, donc c'est vraiment l'étude de l'environnement et des individus qui vivent dans ces environnements, des interactions entre les individus. Être tous les êtres vivants, donc pas que les êtres humains. Mais voilà ce qu'on peut entendre par le mot écologie. Et du coup, le mot écologie, ça vient du grec. Éco, c'est la maison. Et logo, c'est l'habitat. Donc, c'est vraiment la science de où on vit. Et en gros, c'est la science de la Terre, quoi. La science c'est du SVT qu'on avait au collège, lycée, mais en mode plus. Exactement, ok, c'est ça marche. On pourrait rappeler peut-être cette matière. On va vous faire un petit rappel de vos cours d'SVT. Ça va être sympa, installez-vous, ça va bien se passer. C'est ça. Et du coup, est-ce que toi, au niveau de ton domaine, de tes connaissances aussi, est-ce que tu peux nous dire un peu à partir de quand sont arrivées ces thématiques et où ces problématiques en fait au niveau écologie, quand est-ce qu'on a réellement commencé, alors soit à en parler, soit à alerter, selon ce qui fait le plus de sens? Eh bien, en fait, c'est vraiment, il y a vraiment eu plusieurs moments, mais en fait, depuis les années 70, il y a des personnes qui mettent en avant le fait qu'on va surexploiter les ressources, notamment, et émettre beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et c'est ces émissions, notamment de CO2 dans l'atmosphère, qui font que, en fait, la Terre, l'atmosphère se réchauffe. Et donc ça pose des problématiques. Donc il y a des personnes qui en parlent depuis les années 70. Après, on en entend. Enfin voilà, c'était des petits clusters de personnes. Aujourd'hui, on en entend beaucoup plus parler. On a eu par exemple un événement dont on a beaucoup parlé, la COP 21 qui était en 2015. Une COP, c'est quoi? C'est Conference of the Parties, donc c'est des pays du monde entier qui se retrouvent et puis qui traitent de ces sujets-là. Et donc à cette COP qui était en 2015, les chefs des gouvernements, de certains gouvernements, se sont mis d'accord pour se dire on va essayer de garder la température à 1,5, maximum 2 degrés au-dessus du niveau de l'ère pré-industrielle. Le niveau de l'ère pré-industrielle, c'est quand on fait la moyenne des températures tout autour du globe. À l'ère pré-industrielle, on était à 15 degrés. Aujourd'hui, on a pris 1,2 degrés. Et donc, si on respectait la loi qui a été, l'accord qui a été fait, l'accord de Paris, et en fait, on devrait, là, on est à 1,2, on devrait rester en dessous de 1,5. Sauf qu'aujourd'hui, avec les politiques actuelles, on vise plus les 3 degrés. Et donc, ça peut entraîner des problématiques assez importantes. Donc, voilà. Donc, on en parle depuis les années 70. Et aujourd'hui, c'est vraiment un sujet d'actualité. On en entend beaucoup parler. Et la biodiversité, c'est un sujet qui est arrivé un petit peu plus tard. Avant 1992, on appelait ça la diversité biologique. Maintenant, on appelle ça la biodiversité. On en parle 8 fois moins dans les médias de la biodiversité, alors que c'est vraiment un sujet qui est très important parce que c'est ça qui me permet notamment de nous nourrir. Voilà, on va pas. Est-ce que tu as un exemple justement peut-être de sujets dont on parle pas assez mais qui sont nécessaires à notre survie sur cette notion de biodiversité particulièrement? Oui. Vas-y, un parmi tant d'autres. Il a peut-être pas forcément autant d'importance que d'autres, mais justement peut-être pour illustrer ce que tu dis et que ça a cette importance aussi pour nous en tant qu'êtres humains et vivants.
C'est ça. Juste, peut-être avant de donner cet exemple, si ça te va, on peut revenir sur ce qu'est la biodiversité. Vas-y. C'est vrai que c'est un terme, quand on demande de parler du climat à des personnes, c'est vrai qu'ils arrivent plus facilement à définir ce qu'est le climat que ce qu'est la biodiversité. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important de remettre cette définition. Carrément. Donc, la biodiversité, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un mélange de 3 diversités. C'est la diversité génétique, donc c'est-à-dire qu'on a tous des gènes différents qui font notre unicité et qui font qu'on est des êtres uniques. Par exemple, 2 personnes du même âge pendant le Covid, il y en avait qui étaient en forme aussi, toutes les 2 personnes, et il y en a une qui va être au fond de son lit et une qui va être en pleine forme et qui va être porteuse du Covid mais asymptomatique. Et donc en fait, c'est la diversité génétique, ça permet vraiment ça. Ça permet en fait une certaine résilience chez certaines personnes, alors que c'est ça que c'est les différents gènes qui font qu'on va supporter les choses de manière différente. Du coup, il y a des gènes qui sont plus favorables à la résilience et d'autres gènes qui sont moins favorables à la résilience. Je pourrais le dire un petit peu comme ça. À la résilience de certaines choses. Ok, à la résilience de certaines choses. Exactement. Okay. Il y a des gènes qui vont mieux supporter le Covid. Il y a des gènes qui vont mieux, qui vont pas mieux supporter la chaleur, mieux supporter le froid, ce genre de choses. Et le fait qu'on ait une diversité génétique, donc on est tous des gènes différents, et en fait ça permet qu'on soit plus résilient dans la population globale. Donc la biodiversité, c'est ça, c'est la diversité génétique, c'est aussi la diversité des écosystèmes. Donc en fait des écosystèmes, on en a plein. On a par exemple l'océan, c'est un écosystème. Par exemple notre microbiote, c'est un écosystème. Comment est-ce qu'on définit un écosystème ? C'est un lieu, une zone géographique donnée, avec dans ce milieu des êtres vivants qui vivent et qui interagissent entre êtres vivants et avec le milieu. Et donc le fait d'avoir plein d'écosystèmes différents, ça permet une richesse et un développement de la biodiversité. Donc ça, c'est le 2e pilier de la biodiversité. Et le 3e, c'est la diversité des espèces. Nous, Homo sapiens, on est une espèce. Avant, il y avait Homo erectus. Il y avait d'autres homos. Des espèces, il y en a vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on en connaît 2 millions. Mais on estime qu'il y a 10 millions, voire 12 millions d'espèces qu'on ne connaît pas encore. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc la biodiversité, c'est ces 3 diversités. Finalement, c'est souvent ce dernier point qu'on connaît le plus. Enfin, moi, ça me faisait écho à ça, justement, avec l'extinction de certaines espèces. C'est l'image ou l'exemple qui m'était venu en tête. Je ne sais pas si c'était celui que tu voulais développer ou pas du tout. C'était pas celui-là, mais c'est vrai que quand on entend biodiversité, en fait, souvent, on pense aux arbres, aux ours polaires, aux abeilles. Et en fait, la biodiversité, c'est beaucoup plus que ça. C'est notre microbiote, c'est nos bactéries, c'est une feuille, une pétale. C'est tout ce qui nous entoure, en fait, finalement. Tout ce qui nous entoure et qui est vivant. Et qui est vivant, c'est ce que j'allais dire, qui n'est pas l'ordre des ordinateurs, de la technologie ou de ce genre de choses. Un petit exemple, en fait, qui permet de montrer que la biodiversité, ça nous nourrit. En fait, lors du grand remembrement, qui est un plan qui a été fait après la Deuxième Guerre mondiale, on a décidé, en fait, d'enlever 600 000 kilomètres de haies. Et ça, c'est une problématique, on en entend beaucoup parler. Et le fait d'avoir enlevé ces haies pour agrandir les terrains, etc., en fait, ça a posé une problématique parce qu'on a enlevé l'habitat des êtres vivants. Et donc, si on enlève l'habitat notamment des chevêches et des oiseaux, ils vont pas venir manger les campagnols et les criquets. Et donc, les campagnols et les criquets, ils vont venir manger nos céréales. Et donc, s'ils mangent nos céréales, nous, on va se dire comment on fait. Et donc, à ce moment-là, on met des pesticides. Et donc, là, il y a une problématique avec les pollinisateurs. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un exemple de comment nous, êtres humains, on peut, en pensant bien faire, détruire la biodiversité et donc détruire un service qui est le service de nous rendre la nourriture, quoi. Ouais. Carrément. En fait, c'est vraiment la notion systémique, c'est qu'encore une fois, on se croit très souvent tout en haut de l'échelle, tout en haut de la planète, et on se croit les plus forts et les plus puissants. On l'est certainement peut-être sur certains points, mais on l'est beaucoup moins sur d'autres. Et il faut pas oublier cette notion d'interdépendance et de systémique, comme tu viens de le dire. Finalement, une action qui a été avec ces haies vient, et j'imagine que là, ton exemple, il est aussi réduit parce que tu as donné
juste quelques impacts, mais je pense que si on creusait, il y a des impacts qui sont beaucoup plus nombreux et ça montre c'est justement cette dynamique systémique et l'aspect interdépendant où quand on touche ou qu'on enlève ou qu'on ajoute quelque chose à un endroit sur un être vivant ou autre, ça a forcément des effets déjà à court, moyen et long terme, mais sur les personnes, sur l'environnement finalement, sur ce qu'il y a autour. C'est ça. Merci pour cette belle introduction théorique et pratique finalement qui mêle les deux. Et là, je sens certains auditeurs et auditrices qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? D'habitude, elle parle de la mort et des deuils. Et là, qu'est-ce qu'elle fait à parler de l'écologie? Vous inquiétez pas, on y vient, ça arrive. Nous arrivons donc au sujet qui nous lie. C'était important pour moi de refaire cet aspect, ouais, on va dire théorique, de tous se remettre d'accord un petit peu sur certaines notions. Et donc, suite à ce que tu nous as déjà partagé, quels sont les deuils pour toi qui sont en lien avec ces notions d'écologie, je pourrais dire même en lien avec ces notions de biodiversité, avec les sujets qu'on a commencé à aborder? Qu'est-ce qui te vient et qu'est-ce que tu as envie qu'on échange ensemble sur ce sujet? C'est vrai que une des grosses problématiques qu'on entend beaucoup autour de nous, c'est l'éco-anxiété. Donc un peu dans l'éco-anxiété, ce que j'entends, c'est le deuil de l'innocence. C'est-à-dire que quand on est au courant des problématiques qu'on va rencontrer dans le futur, en fait, on se dit, maintenant que je sais, soit j'agis, en fait, on n'est plus innocent. On est obligé, on sait, et donc voilà. Après, lié aussi à cette éco-anxiété, il y a un deuil d'un certain futur. Voilà, beaucoup de personnes se demandent aujourd'hui, est-ce qu'on fait des enfants? Est-ce qu'on fait pas d'enfants? À quoi va ressembler notre futur? Peut-être pas à ce qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être qu'on va atteindre des mois entiers avec des températures à 40-50 degrés dans les années 2070. Donc c'est pas... Enfin voilà, ça fait un futur qui est vraiment différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on peut... donc c'est un deuil d'un certain présent. Carrément. C'est comment on se projette, parce qu'à la base, on se projette sur ce qu'on connaît. On fait toujours sur base du connu. On se projette sur ce qu'on connaît ou sur ce qu'on a connu nous-mêmes de par nos parents ou nos grands-parents. Sauf qu'il y a plein de choses où on se rend compte que ça va plus être possible. J'en avais échangé avec quelqu'un et j'aime bien prendre cet exemple qui est, je trouve, hyper simple, mais hyper factuel et hyper... que tout le monde peut, d'une certaine manière, s'accaparer, en fait. C'était une personne qui m'expliquait qu'à côté de chez elle, à la base, elle avait un tout petit parc. C'était pas une forêt, c'était vraiment un tout petit parc, genre un truc avec un jeu pour enfants, une petite mare avec des canards. Et quand elle était petite, elle allait tout le temps à cet endroit-là avec ses parents. Et un beau jour, ils ont décidé de déconstruire la mare et d'y mettre un immeuble. Et en fait, ça l'a réellement... Pourtant, on pourrait dire, c'est qu'une mare, quoi. C'est qu'une mare, c'est qu'un parc... C'est même pas une forêt, je veux dire, c'est pas grave, quoi. Il y a plus grave dans la vie. Oui, il peut y avoir plus grave, mais pour montrer à quel point, en fait, elle, ça l'avait chamboulée de se dire, toutes les habitudes, ces notions de transmission, tu parlais d'un certain futur, d'une certaine innocence, de ce qu'elle aurait aimé transmettre, notamment peut-être à ses enfants ou à ses petits-enfants, elle pouvait plus le faire. C'est quelque chose qui appartenait au passé, alors que ça aurait pu être là, ça aurait pu rester là. Et donc, du coup, ça projette aussi sur certains idéaux, on peut peut-être y venir et faire le pont. C'est-à-dire que là, je parle d'un immeuble, la construction d'un immeuble, mais de manière générale, les humains, en tout cas en Occident, je vais parler en Occident et en France parce que je suis loin d'être calée sur toutes les populations du monde, mais on a quand même cet idéal d'avoir une maison individuelle, d'avoir un grand jardin... Sauf que ça pose quand même beaucoup de questions. Est-ce que c'est des choses qui sont encore réalistes? Je sais pas si c'est des sujets que vous abordez aussi dans... On va laisser le grand terme de l'écologie en englobant un peu tout ce qu'on a dit en introduction pour pas refaire des rajouts, mais si c'est des thèmes que vous abordez un peu en écologie. Oui, bien sûr. C'est vraiment comment est-ce que demain on peut vivre, en fait, comment est-ce qu'on peut inventer un nouveau futur, et donc ça, on en parlera peut-être juste après. Sans aucun doute. Un peu les nouveaux récits qu'on peut se raconter. Comment est-ce que aujourd'hui la maison individuelle, la voiture individuelle
et le grand jardin individuel, demain, quand on aura des populations comme les personnes qui vivent aux Pays-Bas, et si on a 7 mètres en plus du niveau de la mer, et bien même s'ils se sont protégés, ça risque d'être compliqué. En fait, on va avoir des déplacements de population, et donc la terre qu'on a, elle risque, de devoir accepter, et avec plaisir de ma part, des personnes qui vivent dans d'autres pays, ou les personnes qui vivent à Dunkerque par exemple, bien ils vont devoir venir vivre avec nous, avec nous ici ou à Lille par exemple. C'est la notion de déplacement de population en fait que tu abordes. C'est vraiment le fait de on projette plein de choses, on projette plein d'idéaux, plein d'envies qui peuvent être très belles dans nos rêves, mais qui en fait ne sont pas totalement réalistes. Ou si elles sont réalistes, j'en reviens à l'exemple des haies, si elles sont réalistes et réalisables, elles peuvent avoir des conséquences et des impacts parce qu'en fait, on ne prend pas réellement totalement en compte la réalité. Nous, on est là dans notre petit train-train et encore, c'est parce que c'est pas forcément le sujet, même si pour moi, d'une certaine manière, ça s'y relie, mais il y a aussi une notion vachement individualiste, je trouve, qui a fait partie, ça a peut-être pas été la cause majeure, mais qui a fait partie des causes, selon moi, et là, ça m'est très personnel, de ce pourquoi on a des problématiques aussi au niveau de l'écologie. Mais bon, je dévie un peu du sujet. Je trouve ça intéressant que tu parles de la notion de déplacement de population. Est-ce que tu as des ressources que tu aimerais citer? Enfin, je pense notamment au rapport du GIEC ou à Salomé Saké, qui, je sais, est une autrice que tu affectionnes aussi. Est-ce qu'il y a des chiffres que tu voulais donner pour illustrer ça? Pas des idées de chiffres exactement, mais plus des idées de conséquences vraiment. On peut encore changer les choses, et ça, on en parlera à la fin du podcast. Il y a vraiment des solutions. C'est pour ça que moi, je fais ce métier-là. C'est pour montrer aux gens que c'est encore possible. Et donc, par contre, si on n'agit pas, on peut avoir donc de la montée des eaux notamment. Et donc, faut s'imaginer que, par exemple, New York, toutes les îles. Eh bien, bon, ça c'est pas des chiffres, mais c'est des faits. Eh bien, les personnes qui vivent là vont devoir notamment se déplacer, et ça c'est vraiment le GIEC qui le dit. Et vous pouvez trouver facilement sur internet en tapant, carte avec les nouvelles frontières, les nouvelles côtes. Et ça c'est intéressant de voir ça. Pareil, les rapports du GIEC, etc. Je mettrai des liens justement dans la description de l'épisode. Je vous prémâcherai le travail. Je suis sympa. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut essayer de se projeter dans le futur en se disant c'est ça le futur que je veux, mais en vérité c'est très compliqué de savoir comment va être notre futur, et c'est ça qui est difficile pour notre génération et même les autres générations, c'est qu'en fait on ne sait pas du tout à quoi va ressembler le monde de demain. Ça dépend vraiment des décisions politiques qui sont prises, ça dépend vraiment de l'implication des citoyens, donc c'est vraiment ça, c'est pour ça qu'on peut se dire un deuil du futur et de ce qu'on projette, puisque c'est difficile de se projeter quand on ne sait pas ce qui nous attend. Carrément. Tu viens de parler de cette notion de citoyen. Ça me fait écho aussi à, justement, on parle de ces idéaux, de ce qu'on projette aussi en tant que personne. C'est aussi je pense notamment à cette notion de croissance, le deuil d'une certaine croissance où c'est toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus de quelque chose ou plus de quelqu'un, mais plus de quelque chose. Que ce soit en termes de vêtements, que ce soit en alimentaire, que ce soit aussi dans les manières de voyager. Et finalement, en fait, le grand deuil qui pour moi cache plein de petits deuils qu'on a un peu abordés, c'est le deuil d'un monde d'avant. Et je dis souvent, tout changement est un deuil et tout deuil est un changement. Et en t'écoutant, je me disais, c'est marrant, peut-être que si on parlait de deuil climatique, peut-être que ça marquerait peut-être un peu plus les gens. Je dépose ça là et vous voyez comment ça peut faire écho ou pas en vous. Mais je trouve que c'est intéressant, en fait, cette notion de deuil et de changement. Et en fait, ce monde d'avant, il n'existe plus totalement. Exemple de la marque que je pouvais donner avec cette dame. Ou alors, il est en train de se transformer sur, justement, tu parlais de l'innocence, du futur, des enfants, les générations no kids qu'il peut y avoir aussi maintenant, qui ne sont pas forcément une généralité, qui ne sont pas tout le monde, mais qui prennent de plus en plus de place par rapport à avant. Et du coup, sur les effets et les conséquences que peuvent avoir tous ces deuils, plus ou moins impactants selon les personnes, les personnalités, les modes de vie aussi, c'est un effet sur la santé mentale. Et ça, on le voit notamment sur la santé mentale des jeunes aujourd'hui. Et ça joue aussi sur le sens qu'on peut donner à la vie, à notre vie, à nos actions, que ce soit en termes personnels,
Je donnais l'exemple de la croissance avec le côté vêtements, alimentaires, les manières de voyager. Mais ça peut jouer aussi au niveau professionnel. Est-ce que travailler, je vais pas citer quelconque entreprise, mais est-ce que travailler dans une entreprise de pétrole, par exemple, est-ce que ça a du sens aujourd'hui? Est-ce que travailler dans une entreprise qui vend des armes, ça a du sens aujourd'hui? Et si ça a du sens pour vous, soit, mais c'est réellement, je pense, des questions qui sont intéressantes à poser. Et ces notions d'utilité, en fait. Et tu l'as dit, tu as parlé un peu de nouveaux imaginaires et on y va. Hein, on va partir vers cette partie-là de, OK, suite à ce constat, suite à ces observations de changement, de deuil qu'il peut y avoir, finalement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Au-delà de dire que tout deuil est un changement, je dis aussi que tout deuil est une renaissance. Et c'est ce que je pense que tu vas nous apporter dans cette dernière partie, justement, plutôt axée solution, parce que oui, on peut peut-être plus faire comme avant, d'où le deuil de ce monde d'avant, mais on peut faire autrement, on peut faire différemment. Et le autrement et le différemment, il peut être aussi super cool, en fait. Il est différent, mais il peut être aussi super cool. Alors, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu as envie peut-être de nous partager de plus, ou tu as peut-être envie de rebondir par rapport à ce que je disais avant d'aborder les ressources, comme tu veux. C'est ça. Je vais juste faire, rebondir rapidement sur les derniers deuils dont tu as parlé, notamment la deuil d'une croissance. Ce qui est fou sur le terme croissance, c'est que on voit ça, croissance, c'est forcément positif aujourd'hui dans la tête de personnes. Croissance, croître, c'est bien. Et en fait, quand on réfléchit un peu à ce terme, la croissance en France, elle est calculée sur le PIB. Le PIB, c'est quoi? C'est le fait qu'on va créer de l'argent, en fait. On va faire... comment dire, on va vraiment faire, c'est calculé sur un chiffre d'argent. Par exemple, si on a un accident de voiture, eh bien en fait, comme on va aller chez le garagiste et faire réparer sa voiture, eh bien en fait, ça va créer des points de PIB. Alors qu'en fait, au final, notre bonheur et notre plaisir, il est pas bien. Si on prend la croissance du bonheur, ça correspond pas à la croissance du PIB, vous voyez. Et donc aujourd'hui, dans un pays, ce qu'on calcule, c'est la croissance du PIB, il faut du PIB. Et en fait, on peut remettre en question cet indicateur parce que, en fait, consommer, ça fait du PIB, ça fait que le pays fonctionne bien. Et aujourd'hui, en fait, à force de consommer, on abîme notre pays. C'est ce qu'on a vu au-dessus. Et donc, est-ce qu'on peut pas remettre en question cette croissance absolue, cette croissance du PIB? Si c'était croissance du bonheur, moi, je serais tout pour. Mais d'ailleurs, il y a un indicateur. C'est le quoi? C'est le BIB? C'est ça, c'est le BIB, hein? Ouais. Bonheur intérieur brut. Exactement, c'est ça. Et donc, par exemple, en Nouvelle-Zélande, ça a été instauré par l'ancienne présidente du pays. C'était très intéressant. Donc voilà, et si vous êtes intéressé par ce sujet de croissance, comment penser une croissance différemment, il y a un économiste qui s'appelle Timothée Parikh qui a écrit un livre qui est vraiment très très intéressant et qui permet de remettre en question ce calcul de PIB qui fait la richesse d'un pays, qui fait que le pays se porte bien entre guillemets. Et en fait, ce qui dit croissance du PIB dit pas du tout croissance du bonheur de la population. Qu'est-ce qu'on vise aujourd'hui? Est-ce que c'est la richesse ou est-ce que c'est le bien-être des gens? Voilà, ça c'est une interrogation. Et juste rapidement pour tu as parlé de l'effet sur la santé mentale. C'est vrai que moi j'ai des personnes dans mon entourage qui n'arrivent pas du tout à avoir d'enfants et les problématiques vraiment liées à ce qu'on met dans notre corps au niveau plastique et aussi de ce qu'on mange dans notre alimentation, ça peut nous empêcher d'avoir des enfants. Donc on peut ne pas en vouloir, mais on peut aussi ne pas réussir à en avoir. Et donc ça affecte énormément la santé mentale. Et c'est aussi notamment pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui ont des problématiques au niveau de leur bien-être parce qu'ils n'arrivent pas à arriver à faire une chose pour moi qui est merveilleuse, c'est avoir des enfants. Voilà. Et c'est vrai qu'on l'a pas abordé. Du coup, ça met un petit suspense avant les solutions et de savoir comment transformer cette deuil en opportunité. Cette notion de deuil individuel et de deuil collectif.
Alors, pourquoi parler de deuil individuel? Parce que finalement, on l'a un petit peu évoqué, c'est-à-dire que on a parlé de systémique et qu'une action à un endroit a des effets sur d'autres et sur ce qui l'entoure. Donc, dans cette notion d'interdépendance, même si parfois on peut entendre, et moi-même, je peux parfois avoir ces pensées en disant mais ouais, mais ça sert à rien, en fait, c'est qu'une petite goutte d'eau dans l'océan. Ouais, mais c'est une goutte d'eau parmi tant d'autres. Et si une goutte d'eau plus une goutte d'eau plus une goutte d'eau, finalement, ça fait l'océan. Donc, c'est déjà de se dire de faire sa part, de se sentir aligné. Tu parlais justement de cette notion de bien-être. Personnellement, moi, ça alimente mon bien-être. C'est peut-être pas le point principal, mais en tout cas, ça en fait partie. Encore une fois, dans cette vision systémique. Et il y a une notion aussi de choix. Enfin, je sais qu'il y a certaines choses que je fais. Le fait de, par exemple, ne plus acheter de vêtements neufs, c'est un choix. Puis c'est un peu une fierté, alors pas fierté mal placée, mais je trouve ça cool et je trouve ça d'autant plus chouette de me dire ah punaise, j'ai chopé ça à 2 balles sur une braderie ou sur je ne sais quoi. Enfin voilà, des trucs plutôt d'occasion et de seconde main. Donc il y a vraiment pour moi cette notion du deuil individuel, de comment on remet en question nos modes de pensée sur certaines choses, nos modes de faire et comment on essaye de voir pour faire autrement. Et il y a aussi une notion de deuil collectif puisque justement comme on l'a dit, l'individuel et le collectif sont reliés pour moi sur de nombreuses thématiques, mais là, on le voit d'autant plus. Et que finalement, si on fait ces deuils individuels et qu'on chemine individuellement, on peut aussi emmener des gens avec nous. Et c'est un deuil dont j'ai pas parlé, mais c'est vrai que ça peut en faire partie. C'est plus un deuil secondaire, mais selon les choix qu'on fait, les idées et les valeurs qu'on défend, ça peut créer des conflits ou en tout cas même si ça va pas jusqu'au conflit ou jusqu'à la séparation, mais en tout cas des moments un petit peu houleux en famille ou entre amis. Ou alors, ça peut, à l'inverse, motiver tous ensemble des amis, des potes, un appart en coloc, une famille, ou justement sur cette notion du faire ensemble. Et puis, l'un motive l'autre. Et si vous avez déjà fait un projet à plusieurs, quel qu'était le projet, c'est plutôt cool, généralement, de se motiver ensemble. Est-ce que c'est un point sur lequel tu voulais rebondir et rajouter des choses? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça va, je raconte pas que des conneries. Du coup, travaillant dans la transition écologique, en fait, j'ai beaucoup de connaissances et de fréquentation qui travaillent sur ces milieux-là. Et en fait, il arrive très, très fréquemment, je connais quelques personnes qui... En fait, une fois qu'on met les doigts dans la prise de ce sujet-là, on a envie de tout découvrir et on apprend beaucoup de choses et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas et on a envie, avant de former les autres sur ces sujets, de se dire ok, qu'est-ce que je mets en place dans mon quotidien. Sauf que c'est peut-être le bon moment pour nous, mais pas forcément le bon moment pour notre famille. Et donc ça peut faire des grandes secousses. Voilà, ça peut entraîner une séparation, comme tu le disais tout à l'heure. Donc il y a vraiment ce qui est intéressant quand on veut transitionner, mais qu'il n'y a pas forcément les personnes qui nous suivent, d'installer vraiment un dialogue et de parler de notre besoin et d'essayer de sensibiliser la personne pour qu'elle comprenne pourquoi on en est là. Mais voilà, des fois, il y a quand même il peut y avoir des pots cassés, mais voilà, l'objectif, c'est d'essayer d'en parler et d'amener ce sujet-là calmement. Et puis, des fois, si ça colle pas, c'est un nouveau départ. Et puis voilà, c'est un nouveau deuil. Et là, il y a d'autres épisodes. Mais c'est ça. Mais après, si c'est les relations familiales, parents, enfin les parents, etc. Voilà, là, c'est aussi compliqué. Ou alors, si vous avez fait des enfants avec quelqu'un et voilà, enfin tous les deuils de toute façon, quelles que soient les relations, c'est toujours compliqué, mais. Il y a des choses difficiles, il y a des choses aussi à en apprendre et puis il y a des changements qui se mettent en place et des renaissances, des nouveaux chapitres qui s'écrivent. Justement, peut-être en termes de communication, de comment en parler, comment instaurer ce climat, de confiance, ce climat d'échange. Tu vas peut-être pouvoir nous donner des ressources. Maintenant, ça y est, on y est. Comment on peut essayer de transformer ces deuils en opportunités? Je sais qu'il y a un point qui est important et qui, si je ne dis pas de bêtises, normalement, tu partages, c'est que on a eu au départ, c'est encore le cas à l'heure actuelle, mais je trouve quand même beaucoup moins, ces notions d'écologie punitive et privative qui sont pour moi
hyper culpabilisante. Et là, je parle vraiment d'un point de vue très, très personnel. Et tu as plutôt à cœur de pouvoir réenchanter le changement, justement, pour reprendre tes mots, pardon. Et je te laisse le développer. Yes. En fait, quand j'ai commencé ma transition et que je faisais des ateliers de sensibilisation, j'étais tellement paniquée par ce qui nous arrivait que j'avais envie que tout le monde change du tout au tout. Et donc, j'étais un peu trop peut-être directive en disant, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Allez, tout le monde s'y met. Et je pouvais peut-être faire peur et peut-être un petit peu braquer les gens parce que pour moi, ça me paraissait crystal clear, très clair de changer du tout au tout. Mais en fait, moi aussi, j'ai pris mon temps à faire ma transition. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Et donc, en fait, des fois, quand je finissais mes ateliers, je voyais les gens qui sortaient et qui étaient juste dépités. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure, donc j'apprends encore toujours, hein, mais que en fait, le fait de vouloir les faire réagir, mais si on parle pas après de solution, eh bien en fait les personnes, ça leur fait peur et ça les pousse pas à l'action. Alors qu'en fait, ce qu'on recherche fondamentalement, c'est que les personnes soient au courant des constats, certes, mais surtout, qui se mettent en action. En fait, le fait de leur faire peur, le fait de les catastropher et de leur dire voilà ce qui se passe dans le monde, et après les personnes rentrent chez eux, et en fait, elles sont juste dépitées. Waouh, ok. Et du coup, elles recommencent leur vie, mais en étant anxieuses. Alors que si on fait des ateliers et qu'à la fin on passe vraiment beaucoup de temps sur qu'est-ce que moi citoyen je peux mettre en place dans mon quotidien, j'habite à la campagne, je peux clairement pas arrêter la voiture, mais peut-être que mon pain, au lieu d'aller le chercher toutes les semaines en voiture, en fait je vais emmener mes enfants et puis on va le faire à vélo, ce sera la sortie du dimanche matin. Et ça c'est ok. Et en fait le fait d'emmener les gens positivement dans le changement et de voir le changement comme quelque chose de positif et de les embarquer dans la joie, ça change tout. Même pour vous, quand vous en parlez autour de vous, le fait de broyer du noir, même pour vous, ça vous fait du mal, alors que quand on en parle positivement et qu'on montre qu'on est content de faire ça, parce que moi je suis vraiment contente de mener ma transition, et quand je le dis avec le sourire, les gens, ça les illumine et ils sont là, ok, en fait elle le fait, elle s'éclate, je vais essayer. Pourquoi pas moi en fait? Exactement. Pourquoi je m'éclaterais pas moi aussi à faire ça? C'est ça. C'est pour ça que quand les personnes parlent d'écologie punitive, en fait, on entend ça un petit peu dans les débats peut-être politiques, mais c'est vrai qu'il faut essayer de ne pas voir ça comme de l'écologie punitive, mais comme des nouvelles opportunités en fait à explorer. J'ai pas de voiture parce que je veux pas en acheter une. Je vais faire du vélo. En fait, recevoir la pluie sur la tête, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais en fait, c'est une sensation qui est agréable. Quand on prend le temps de ressentir ça, on se dit en fait, ok, c'est cool. Enfin, ça change quoi. Et voilà, c'est tout. C'est une manière de se reconstruire des histoires. C'est un changement de regard en fait. Il y a des actions. Tu parlais justement d'actions, de solutions pratico-pratiques concrètes, mais il y a beaucoup aussi qui est dans le changement de regard qu'on doit poser. Et là, pour le coup, ça fait clairement écho au deuil. C'est que souvent la situation en tant que telle, dans le concret, dans l'action, dans le palpable, on ne peut pas la changer. Quand une personne elle est décédée, ça viendra peut-être un jour, mais en tout cas la technologie, là, j'espère pas d'une certaine manière, mais la technologie n'en est pas là. Et donc du coup, c'est dans le regard qu'on pose, dans les croyances qu'on pose, c'est là en fait où tout se joue, et c'est pas palpable en réalité. Et c'est ce qui est d'autant plus dur, et c'est parfois ce qui démotive aussi les personnes dans un changement, dans un deuil, dans une transition, justement cette notion-là. Tu parlais aussi tout à l'heure de la création de nouveaux imaginaires. C'est quoi? Parce que du coup, est-ce qu'on repart en enfance, on recrée l'imagination? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on prend le voyage de Peter Pan. C'est ce que j'allais dire. Là, je me vois dans Peter Pan, tu sais, avec la poussière de la fée Clochette. La poudre de fée, exactement. Exactement, c'est ça. Ok, vas-y, fais-nous un retour en enfance après l'SBT tout à l'heure. C'est ça. Et en fait, pas tant que ça. Enfin, si, bien sûr, c'est de l'émerveillement. Tu nous as vendu du rêve, là. C'est vraiment... ça, c'est quelque chose qu'on a perdu dans notre société, de s'émerveiller. En fait, quand on regarde un enfant, encore ce matin, j'ai eu l'expérience,
avec une couverture. Je regardais un enfant agir avec une couverture de livre. Il était mais heureux, mais comme on peut pas être heureux. Et en fait, cette innocence dont on parlait tout à l'heure, on l'a complètement perdue en devenant adulte. Et en fait, de par la création de nouveaux imaginaires, et ben en fait, on se relie à notre enfant qui s'émerveille de petites choses en fait. Beaucoup de gens qui travaillent dans la transition ou qui veulent transitionner et qui se mettent par exemple à faire pousser des choses dans leur jardin se rendent compte à quel point voir une plante pousser, c'est regarder la vie d'une manière un petit peu différente et la voir pousser, voir cette plante pousser même de même qu'un enfant. Et donc, c'est un petit peu ralentir. Et donc ça peut être dans les nouveaux imaginaires notamment. Mais voilà, moi, quand je pense à des nouveaux imaginaires, je pense vraiment notamment aux habitats participatifs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une association qui s'appelle Habitat Participatif. Il y en a plusieurs partout en France. Et aussi des écolieux. Un écolieu, c'est quoi? C'est un lieu où il y a des personnes qui vont vivre ensemble sur le lieu, qui vont peut-être accueillir des personnes de l'extérieur, qui vont passer quelques jours sur place et qui vont vivre en respectant en fait leur environnement. Donc que ce soit au niveau biodiversité, mais aussi au niveau climatique. Donc ils vont faire attention à ce qu'ils émettent comme CO2 notamment. À ce qu'ils produisent, à ce qu'ils consomment. Exactement. Essayer de refaire plutôt du réemploi, etc., du partage. Et donc, c'est assez intéressant. Notamment, il y en a, je peux vous en citer quelques-uns. Il y en a un à Paris qui s'appelle la Caserne Bascule. Vous pouvez même y aller quelques jours si vous avez envie. C'est vraiment, ça représente vraiment ce qu'est un nouveau récit, c'est comment apprendre à vivre ensemble, mais en posant des règles de coopération. Il y a aussi un autre lieu qui s'appelle l'Oasis des Âges, qui se situe en dessous de Brive-la-Gaillarde. Voilà, c'est vraiment des tiny house, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des petites maisons de 40 mètres carrés environ, qui sont légères. En fait, les personnes vivent autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur petite maison. Et en fait, on se rend compte que la plupart de notre appartement, on n'en utilise qu'une toute petite partie et le reste, c'est juste pour embêtant pour faire le ménage. mais voilà. Et donc ça, c'est vraiment des nouveaux récits où on essaye de faire autrement. Un autre exemple que j'ai, c'est par exemple en Suède et aussi aux États-Unis, il y a quelques personnes qui font ça et de plus en plus en France. C'est des personnes qui mettent des stickers sur leur boîte aux lettres pour dire, moi, chez moi, j'ai une perceuse, j'ai une voiture, j'ai un grille-pain. Un grille-pain, on l'utilise quand même peut-être tous les jours, mais un appareil à raclette, un appareil à gaufres, des choses qu'on utilise une fois tous les 42 000. Et donc, vous pouvez sonner chez moi et si c'est disponible, je vous le prête sans aucun problème. C'est les autocollants suisses. C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Ah, j'avais pas ce nom-là, mais ouais, peut-être. Alors, je dis peut-être une bêtise, vous irez vérifier. Mais il me semble que c'est les autocollants suisses et je trouvais ça génial, justement. Et je trouve que ça fait le lien avec les bénéfices, c'est qu'à l'inverse d'une écologie qui est privative ou qui est punitive, mais là, il y a plein de bénéfices parce que ça veut dire que je vais sonner chez mon voisin que peut-être j'ai jamais vu. Pour lui demander un appareil à raclette, mais bon, je vais pas juste lui dire bonjour, vous avez un appareil à raclette, je vous le ramène demain. Hein. Non, du coup, je vais échanger un peu, donc je sais pas, je vais en apprendre plus peut-être sur ses enfants, peut-être sur ses parents, peut-être sur ses frères, ses sœurs, sur ce qu'il fait. Et en fait, je vais me rendre compte que ce mec, il est super cool. Et puis, je sais pas, la prochaine fois, on buvra un café. Et puis, la fois d'après, on fera la fête des voisins, chose qu'on fait plus parce qu'on a plus de création de liens. Mais je trouve que voilà, il y a d'autres bénéfices dans ces notions de partage, de solidarité, de réemploi, de créer des liens, de se réouvrir aussi aux autres. Et c'est là où justement on réenchante le changement. Et encore une fois, c'est dans un changement de regard. Ouais. C'est vraiment ce côté partage et solidarité, c'est vraiment des choses qu'on a perdues dans notre société. Tu parlais d'individualisme. Voilà, quand on demande aujourd'hui aux personnes, est-ce que vous connaissez vos voisins, mais pas juste connaître, dire bonjour, connaître un petit peu la vie de la personne. Rien que son prénom. Voilà, c'est ça, et qu'elle puisse vous demander un service quand elle a le postier qui peut pas passer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est rare quand même quand on demande ça aux personnes. Je crois que la seule personne que je connais qui connaît ses voisins,
c'est mon grand-père. Bah voilà. Non, mais tu vois, pour montrer qu'en fait, c'est une ancienne génération, il va récupérer les colis, parce que de toute façon, il est tout le temps là, tu vois. 88 ans, il est tout le temps là, donc il récupère les colis des gens, il fait des petits bouquets de muguet quand c'est le 1er mai. Enfin, et je trouve que c'est chouette, en fait. Je trouve ça beau, cette notion d'humain. On est fait pour vivre ensemble, quand même, de base. Exactement, c'est ça. Et juste, je voulais faire un tout petit point sur un sujet qui me tient énormément à cœur, notamment sur les imaginaires et le vivre ensemble. Il y a une association que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Fertile et en fait qui a créé des formations pour apprendre à coopérer. Parce qu'aujourd'hui, on a oublié ce que c'était de coopérer. On ne sait plus coopérer. Et donc, on est dans une société où on est détaché de nos émotions, détaché de ce qu'on ressent. Et donc, quand on a un besoin, et ben, soit on se met en colère, soit on n'ose pas l'exprimer, mais donc on le mange à l'intérieur de nous. Enfin voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, mais manger ses émotions, c'est voilà. Et donc, cette association qui a créé des formations, notamment une formation sur la coopération, qui s'appelle la PACO, Posture apprenante de coopération. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande cette formation, qui permet en fait d'avoir des outils pour pouvoir en fait coopérer avec sa famille, avec sa ou son petit ami, avec des associations dans lesquelles vous pouvez travailler. C'est comment aujourd'hui on peut réussir un petit peu comme la communication non violente. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est assez intéressant. Et aussi les accords Toltec. Bah voilà, comment est-ce que je peux ne pas me projeter dans ce que pense la personne en face de moi, mais vraiment bah voilà, rendre explicite les choses pour qu'en fait les discussions et les échanges soient plus fluides. Et vraiment, le fait de faire cette formation notamment, ça permet vraiment de se rendre compte que l'humain est un être vivant extraordinaire. Moi, j'avais un petit peu perdu foi en l'humain, je vous l'avoue. C'est pour ça que la biodiversité, j'adore, parce que j'avais l'impression qu'elle me comprenait. Et en fait, quand on fait ce genre de formation, on se rend compte qu'il y a d'autres êtres humains qui sont impatients de coopérer et d'échanger simplement et voilà. Et donc, si jamais les habitats participatifs, l'intergénérationnel, ça vous plaît, et ben n'hésitez pas à vous renseigner sur l'asso Fertile qui permet de construire des imaginaires merveilleux. Carrément, bah, c'est pareil, ce sera dans les liens en description. Et je trouve ça intéressant que tu dises ça. Et là, ça va être petite anecdote personnelle, mais justement un peu sur cette notion de troc, de solidarité, de partage et d'échange. Alors, sur le podcast, je crois que j'en ai pas encore parlé, mais ce sera l'occasion, tiens. Je suis sur le projet d'écriture d'un livre et n'ayant pas beaucoup de budget, je ne pouvais pas louer un logement en mode Airbnb, etc. Et je me suis dit, alors, de manière pratico-pratique, je peux l'écrire chez moi, ce livre. Je sors mon ordinateur, j'ouvre le logiciel, j'écris. On est bien d'accord là-dessus. Mais j'avais besoin d'être dans ma bulle, dans mon écologie intérieure. Et du coup, ça fait le lien avec la fin de notre épisode et des points qu'on voulait aborder. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool d'aller chez des gens, je sais pas, qui sont pas dans leur maison ou qui ont une deuxième maison ou qui doivent faire garder des animaux ou qui ont des plantes. Je suis assez douée pour faire revivre les orchidées selon ma meilleure pote. Et je me suis dit, ok, je vais mettre... oh, waouh. Je vais mettre un petit mot sur Facebook et puis, les gens répondent, c'est bien. Les gens répondent pas, c'est pas grave. Ça m'aura coûté juste quelques minutes à faire un visuel sympa. Et j'ai littéralement été agréablement surprise du nombre de réponses que j'ai eues. Ou voilà, à plusieurs endroits, une nana des réseaux qui m'a proposé de venir en Corse, une autre qui m'a proposé une maison de famille à Cap-Breton, une autre qui m'a dit viens en Dordogne, une autre qui m'a dit viens en Belgique. Enfin, vraiment une émulation qui m'a énormément touchée, où je me suis dit mais waouh, il y a encore des gens qui croient à ce fonctionnement du troc. Et donc j'ai finalement atterri chez des personnes, Cécile et Stéphane, que je salue au passage, et où au-delà du bénéfice qui était le mien de pouvoir écrire ce livre dans un lieu au calme, en pleine nature. En plus, ils sont sur cette thématique d'écolieux, donc c'est pour ça que ça me fait sourire d'en parler et de le mentionner dans cet épisode avec toi, qui m'ont accueilli gratuitement, qui tous les midis m'ont fait à manger, enfin vraiment cette notion de partage et de rencontre humaine qui était juste hallucinante. Et en fait, souvent on a peur, souvent on se dit ouais, mais il y a personne qui va répondre, ou alors la peur du jugement, la peur du regard. Juste si c'est des choses qui vibrent en vous, en fait, juste oser, juste essayer, et ça coûte rien. Et ça coûte rien, mais ça peut rapporter beaucoup. Et là, je parle pas de financier, je parle juste d'amour, je parle d'humain et je parle de lien.
Voilà, j'avais envie de le mentionner parce que je trouvais que ça illustrait en fait justement ce que tu partageais sur cette notion de coopération. Ben voilà, je plus sois totalement. N'hésitez pas à essayer. C'est vrai qu'on a toujours peur de déranger, je pense, dans notre société, parce qu'on a une société qui est un petit peu individualiste et donc on se dit ah non, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Vraiment, essayez. Si ça marche pas, eh bien tant pis. Et si ça marche, merveilleux. Il m'est arrivé une aventure extraordinaire la dernière fois qui me fait beaucoup penser à ce que tu dis. Je vais pas vous raconter parce que voilà, ça va prendre du temps. Mais comme quoi, j'ai essayé de demander à quelqu'un pour me rendre un service. La personne a dit bah ouais, pas de souci. Et du coup, j'ai gagné. Au lieu de faire du stop, la personne m'a déposé à l'endroit où je devais aller et ça m'a voilà, ça lui a pas coûté grand-chose et ça m'a apporté un bonheur immense. Donc, n'hésitez pas. La notion du donner et recevoir. Et justement, donc, on a parlé de ce côté de l'aspect des écolieux. Tu as parlé un petit peu de la notion de formation ou de conférence, finalement, d'aller aussi s'intéresser sur le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres actions que tu as envie de nous partager? Ce que je vous disais, c'est que je fais de la formation, mais aussi des ateliers de sensibilisation. Et ça, il y a pas mal de personnes qui en font. On peut en trouver dans toute la France. Il y a par exemple un atelier qui s'appelle la fresque du climat, qui commence à être assez connu, qui permet de sensibiliser sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas sur le dérèglement climatique, qui est basé sur le rapport du GIEC dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi celle sur la biodiversité, qui permet de comprendre, qui est accessible vraiment à tout le monde, qui permet de comprendre un petit peu les enjeux de la biodiversité. C'est très intéressant. Après, il y a des jeux qui sont plus dans l'action, comme un jeu qui s'appelle 2 tonnes. 2 tonnes, c'est en fait aujourd'hui un Français en moyenne, il émet 10 tonnes de CO2 équivalent. Et l'objectif, c'est d'arriver à 2 tonnes, tout le monde à 2 tonnes en 2050. Et donc ce jeu qui s'appelle 2 tonnes, ça permet de voir, voilà, je sais qu'il y a des problèmes au niveau du climat, comment est-ce que j'agis? Donc c'est assez intéressant de voir les solutions qu'on peut mettre en place. Après, il y a d'autres formats qui sont aussi intéressants, comme celui de The Week, où là, c'est des films. Moi, ça a beaucoup plus marché, notamment pour ma maman, parce que ça parle des émotions et des personnes, comment est-ce qu'ils se sont rendus compte du changement climatique et comment ils ont vécu avec ça. Donc voilà. Après, il y a un autre atelier. Si vous êtes assez au courant de ces sujets-là et que vous ressentez un peu de l'anxiété en vous, je vous recommande un atelier qui s'appelle Le travail qui relie, où là, c'est un groupe de parole avec des personnes qui sont au courant de ce qui se passe et qui parlent de leur peur, de leur colère, etc. C'est un atelier qui est pas mal du tout aussi. Et vous pouvez en faire partout en France également. Après, quelque chose qui marche énormément pour moi, qui est peut-être pas, qui marche peut-être pas pour tout le monde, mais qui marche en tout cas pour moi et qui a l'air de marcher pour toi aussi, c'est passer du temps en nature, m'asseoir en fait dans la forêt et puis regarder l'ombre que fait les arbres. Enfin voilà, les dessins que font les arbres dans le ciel, les feuilles qui tombent. Voilà, ça c'est quelque chose qui me nourrit énormément et notamment dans la biodiversité, on apprend à reconnaître les arbres, à reconnaître les oiseaux. C'est ce qu'on disait la dernière fois qu'on s'est vu, que aujourd'hui, on reconnaissait les sonneries de téléphone, on reconnaissait les formats de téléphone. Ah bah, ce téléphone-là, c'est un Samsung. Ah bah, ce téléphone-là, c'est un Apple. Mais par contre, on regardait un arbre, on était incapable, alors qu'il y en a plein autour de nous, on était incapable de savoir ce que c'était. Donc ça, d'autant plus en ville qu'à la campagne, d'ailleurs. Exactement, c'est ça. Donc ça, on trouvait ça vraiment intéressant en se reconnectant à la nature, voilà, apprendre à connaître ce qu'il y a autour de nous. Quelque chose qui est assez rigolo, que j'aime beaucoup partager en atelier, on en a parlé de parler autour de soi, que ça pouvait créer des problématiques, etc. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez des personnes qui sont un peu ouvertes à l'échange, je ne sais pas si vous connaissez Bon Pote, c'est un journaliste qui fait des articles très sourcés sur les sujets du climat, mais aussi notamment de la biodiversité et de l'actualité. Donc je vous recommande, si jamais... son journal qui s'appelle Bon Pote. Et il a créé un site internet qui s'appelle Le Dîner du siècle. Okay. Et en fait, c'est une page web. Vous tapez Dîner du siècle sur Google ou un autre Ecosia, on parle d'autres Bing, voilà, d'autres pages. Et vous pouvez taper ça et en fait, vous allez arriver sur une page où il y a des personnes assises autour d'une table. Et en fait, vous cliquez sur une personne et on a le tonton conservateur, la tata... trop laxiste, enfin voilà, tout le monde a des caractéristiques. Okay. Et en fait, vous pouvez entamer une discussion avec eux et voir tous les arguments un peu climato-sceptiques que ces personnes peuvent vous donner. Et en fait,
propose les réponses, comment on peut répondre à ces personnes-là avec des chiffres, etc. Donc voilà, je recommande toujours ça à mes ateliers. C'est super intéressant. Ça veut dire que si éventuellement on sait qu'il y a des thématiques qui peuvent être difficiles à aborder en famille, d'aller voir le profil, par exemple, sur ce site qui se rapproche le plus, justement pour essayer d'avoir une discussion qui est la plus saine, non pas d'être forcément dans l'argumentation et dans la conviction, mais en tout cas de pouvoir déjà avoir un échange et de communiquer. Super intéressant, je Et de revenir aux faits aussi, de dire, bah voilà, il y a ces pourcentages-là, et ça. Et au collectif. C'est ça, exactement. Voilà, puis les écoliers, on en a parlé. Il y a aussi la ferme du Bec et Loin, qui est un endroit qui me tient beaucoup à cœur, qui fait de la permaculture. La permaculture, c'est toute une science, du coup, pour le coup, qui a 3 piliers. C'est préserver les êtres humains, préserver la planète et redistribuer les surplus et partager. Et donc, cette ferme du Bec et Loin, elle promeut la permaculture, notamment en agroécologie. Donc, voilà, c'est sans intrants, etc. Et c'est un endroit très, très intéressant à visiter. Après, on peut aussi aller à des conférences. Par exemple, au mois de juin, il y a toujours un événement assez important qui s'appelle l'Univers Shifté. Les Univers Shiftés, le Shift Project, c'est un projet de Jean-Marc Jancovici. C'est un endroit où il y a des conférences, des ateliers, des films. Et donc, c'est assez intéressant. En 2023, c'était à Nantes. En 2024, c'est à Lille. Et on verra en 2025, mais voilà, c'est vraiment, il y a plein de petites conférences souvent qui se passent autour de chez soi quand on regarde un peu. Et après, si on veut encore plus d'engagement, parce qu'on a envie de bouger les lignes, mais avec encore plus de conviction, on a la désobéissance civile. Donc il y a Extinction Rebellion, par exemple, Riposte Alimentaire. Vous pouvez trouver tout ça sur Instagram, par exemple, qui font des actions qui sont très intéressantes, que je trouve très intéressantes en tout cas. Carrément. Et justement, je pense que c'est intéressant de dire que chacun se retrouve d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, dans telle ou telle proposition. Je voulais juste revenir un instant sur les fresques. T'en as cité 2, t'as cité la fresque du climat et la fresque de la biodiversité. Sachez qu'il y a plein de fresques amies. On peut voir la fresque du numérique, la fresque de la forêt, la fresque des océans, enfin... Ouais, voilà, il y en a plein. Et ce qui fait que si vous êtes dans la mode, par exemple, là, tu donnes cet exemple-là avec la fresque du textile, je ne doute pas qu'il y a des choses que vous trouverez intéressantes dans cette fresque-là. Si vous êtes dans le numérique en tant qu'informaticien, par exemple, ou informaticienne, ça peut être aussi intéressant. Quel est le poids du numérique dans l'écologie? Et encore une fois, on retrouve cet aspect systémique où on traite du même sujet central, mais avec tel ou tel point de vue, telle ou telle perspective. Et en fait, c'est juste de trouver la vôtre. L'idée, c'est pas peut-être de vivre dans des écolieux, de revenir en nature, voilà, on n'est pas obligé de tout faire. Et si vous en avez envie et que vous avez la possibilité de le faire, et dans ce cas-là, foncez. Mais c'est de commencer quelque part, en fait. Et de commencer peut-être parce qu'il vous fait le plus vibrer, parce qu'il vous attire justement le plus. Et après, donc, tu l'as donné sur des actions de désobéissance civile. Si on a envie d'aller plus loin, en fait, essayez, testez, voyez, et puis voyez comment ça résonne en vous, comment vous vous sentez utile ou pas dans ces actions-là et qu'est-ce qu'elles vous apportent aussi à vous. Exactement. Non, voilà, je dirais pas plus. Je suis entièrement d'accord qu'on peut pas tout faire, on peut pas se mettre sur tous les fronts, sinon on va se fatiguer et on va abandonner. Exactement. Donc, c'est déjà un peu la conclusion de ce qu'on peut dire, mais voilà, vraiment. Allez-y où vous avez envie d'aller, en fait. Vous êtes fan de réparation, vous adorez réparer les vélos, et il y a des assos de réparation de vélos. Les Repair Cafés. Les Repair Cafés. Voilà, vous êtes fan des oiseaux et de la nature, il y a des associations comme la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui font des sorties ornithologiques et du coup ça permet de se reconnecter à la nature. Il y a des... Vous kiffez la nature, vous prenez un sac plastique et quand vous allez vous balader, vous ramassez les déchets. En fait, c'est pas... Quand on y pense réellement, c'est pas très compliqué. Du moment où on dépasse la croyance que oui, mais ça va être juste un petit geste parmi tant d'autres.
en fait, dites-vous que ce petit geste, vous le faites pour vous et qui peut avoir cet impact justement sur cette notion systémique. Et je pense que pour terminer cet épisode, je l'ai un petit peu annoncé tout à l'heure, on voulait parler d'écologie au sens large. Là, on en a parlé pour ce qui est surtout, on va dire, à l'extérieur de nous, ce qui nous environne. Mais on voulait aussi aborder cette notion d'écologie intérieur. Tu l'as abordé aussi d'expérience personnelle avec ta formation massage. Finalement, c'est prendre soin de soi, comme tu viens de le dire. On va s'épuiser. Si on fait tout en même temps, on va s'épuiser. C'est de trouver le juste équilibre, de faire face à ses émotions. C'est aussi, alors, c'est valable pour tout le monde. Ça peut être une partie qui peut être d'autant plus importante pour vous si vous traversez des sentiments, des émotions aussi, ou un syndrome d'éco-anxiété. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu avais, des petits conseils ou des pistes de réflexion que tu as envie de partager sur ce point? Ouais. Juste avant de vous faire un tout petit point sur l'écologie intérieure, je voulais juste revenir sur un petit livre qui, moi, a vraiment été important pour moi. Je ne sais pas si vous connaissez Camille Etienne, c'est on peut dire ça, une activiste en fait qui va porter des projets qui sont bons pour les océans, enfin voilà, pour le climat et aussi pour la biodiversité. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Pour un soulèvement écologique, et quand on ressent un petit peu d'éco-anxiété, je recommande vraiment, vraiment la lecture de son livre qui permet de montrer que, en fait, quand on est éco-anxieux, on a tendance à se renfermer peut-être un petit peu sur soi-même, etc., ce qui est totalement compréhensible. Mais en lisant son livre, on se rend compte qu'en fait, ce que tu disais tout à l'heure, même les micro-actions, c'est comme ça en fait que les gens nous observent. Et donc, si vous allez prendre un sac et que vous allez mettre les déchets dedans, les gens vont se dire en fait, elle le fait et ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Je vais le faire. Si vous invitez des amis à la maison et que vous faites un plat végétarien et parce que vous aimez bien ça et que vous avez envie de tester, et en fait vous pouvez montrer que c'est pas très compliqué et qu'en fait ça peut être bon de ne pas manger de la viande tous les jours. Donc en fait vous avez aussi un pouvoir d'influence, et c'est un petit peu ça qu'elle dit dans son livre, c'est que voilà, on peut tous embarquer tout le monde en douceur et aller de l'avant. Donc, on rend les choses un peu plus sexy. Exactement, et désirable, c'est ça. Ouais, c'est ça, sexy dans le sens désirable. Voilà. Et donc, juste pour des fois parler donc d'écologie extérieure et d'être face tout le temps au constat du climat, de la biodive, etc., ça peut être très compliqué. Et donc, se relier à son intérieur, pour moi, ça a été quelque chose de nécessaire. Donc, de faire de l'écologie intérieure. Et c'est pour ça, pour moi, en fait, dans nos sociétés, on est vraiment que dans la tête. On est vraiment, on réfléchit beaucoup. Les métiers qui sont très valorisés, très bien payés, c'est des métiers très fort intellectuels. Dès que c'est un métier un petit peu manuel ou d'aide à la personne ou d'enseignement, et dès qu'on crée quelque chose avec ses mains, en fait, c'est moins valorisé par notre société. Et donc, en fait, on a tendance à s'éloigner de son corps, à se débrancher de son corps. Et des pratiques comme le yoga, par exemple, ou la méditation, ou alors le massage, ou la danse libre, ou la danse tout court, en fait, ça permet de se dire « en fait, on n'a pas qu'un cerveau, mais on a aussi un corps. » Et il faut en prendre soin de notre corps pour être en bonne santé. Il faut essayer de se reconnecter à lui et se dire « ok, t'es là, je t'aime, mon corps, et tu fais des trucs incroyables, t'arrives à bouger, t'arrives à lever ton bras. » Enfin, voilà, voilà. Donc, l'écologie intérieure, c'est aussi intéressant pour quand on a tous ces constats qui sont des fois un petit peu compliqués, se dire ok, en fait, je suis en vie et j'ai un corps qui est merveilleux et j'ai envie d'en prendre soin. Sur le corps, comme ça, moi, j'avais une lecture qui s'appelait Louis Senza, La voix du sentir. Et quand j'ai lu ce livre, il y a 3 ans maintenant, je me suis réellement rendu compte en me disant, mais j'ai un corps. Bon, j'ai 30 ans cette année, donc j'en avais 27. Et j'avais eu l'impression, en lisant ce livre, que ça faisait 27 ans que je vivais en dehors de mon corps, quoi. Comme si c'était juste un véhicule, que c'était normal qu'il soit là, et que si à un moment il est cassé, fait chier, quoi. Ouais, mais si j'en prends pas soin, il va forcément se casser. Et dans tous les cas, même si j'en prends soin, il va pas se casser, mais il va se détériorer. Donc autant en prendre soin déjà de base, justement, par rapport à cette notion de lecture sur
une lecture plutôt par rapport au corps et au prendre soin de son corps. L'atelier du travail Curly dont tu parlais tout à l'heure, justement par rapport aux émotions et le fait de se concentrer sur soi tout en ayant de l'écho aussi sur les autres, tout en étant en lien dans un groupe. La parole, le fait de poser les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, ça peut sembler franchement dérisoire, mais c'est pour moi assez profond. Apprendre à s'écouter aussi, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie. Non, en fait, j'ai pas envie de faire ça, même si tous mes potes le font, parce que peut-être que c'est pas en accord avec certaines valeurs, et c'est ok. Et le dire permet d'avoir peut-être un certain pouvoir d'influence, ou pas, ou en tout cas d'évoquer certains sujets, d'être authentique, de se respecter soi. Mais bon, je vais m'arrêter là, parce que je pense que je pourrais recommencer ensuite un deuxième épisode, limite en solo. Mais c'est de se réenchanter soi, de réenchanter le changement, de réenchanter son quotidien et de retrouver de la joie dans les petites choses de la vie plutôt que dans les illusions que nourrit notre société sur cette quête au bonheur et cette quête à la croissance finalement. Voilà ce que j'avais envie de rajouter. Je n'aurais pas mieux dit. Vraiment, juste pour finir sur une micro peut-être conclusion de ma part, c'est que j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie que depuis que je vis de la transition. Moi, l'écologie punitive, je connais pas vraiment. En fait, à chaque fois que j'ai voulu faire de l'écologie, j'ai pris l'opportunité. Qui avait lié à ça. Et donc, en fait, le fait de faire de l'écologie, que ce soit intérieur ou extérieur, donc que ce soit par le massage, en fait, ça te pousse à rencontrer des gens, à t'ouvrir aux gens et à apprendre à revivre ensemble. Et c'est ça, en fait, quand il y a une étude d'Oxford qui montre qu'ils ont étudié des personnes, plein de personnes tout au long de leur vie. Et en fait, ce qui les rend heureux, c'est le lien humain, être en nature. Et donc, en fait, et donc voilà, si peut-être c'est des choses qui vous parlent. Ça fait partie des 5 regrets des personnes en fin de vie. Justement, de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec ses amis, avec sa famille, avec les personnes et les proches qu'on aime. Merci beaucoup, Constance. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais rajouter ? Juste merci à tous et puis voilà, faites comme vous pouvez et c'est déjà très bien et soyez fiers de vous, voilà, et aimez-vous. On est parfaitement imparfaits. Merci beaucoup. Merci. À très vite, merci à toi. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si vous ressentez le besoin d'être soutenu et accompagné dans votre processus de deuil, nous pouvons en discuter directement lors d'une séance découverte gratuite. Les liens sont en description. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.